Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sous la robe. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Sophie Lemaître. Sophie, bonjour. Bonjour. On a voulu faire un petit pas de côté dans cette émission aujourd'hui, puisque nous avions reçu précédemment des avocats et des magistrats. Aujourd'hui, on vous reçoit vous. Vous êtes docteur en droit et universitaire et vous avez décidé de travailler sur ce qu'on appelle les procédures Bayon. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur votre parcours ? Merci beaucoup, je suis heureuse d'être là, que vous fassiez une exception. Alors je ne suis ni avocate ni magistrate, donc moi je suis spécialiste des questions de corruption. Je travaille sur ces sujets-là depuis 15 ans, notamment au niveau international. Donc j'ai travaillé pour une agence de l'ONU, pour l'association Sherpa à Paris et un centre de recherche en Norvège. Et je travaille également sur les techniques de répression qui sont utilisées contre les journalistes, la société civile, et notamment en fait comment le droit peut être un instrument d'intimidation et de répression. Je crois qu'il y a une affaire particulièrement symbolique dans le cadre des procédures Bayon. C'est notamment celle qui a concerné l'assassinat d'une journaliste en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, eh bien, en octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia a été assassinée. Une bombe sous sa voiture a explosé. Et Daphne Caruana Galizia, c'était une journaliste reconnue à Malte pour ses enquêtes, notamment sur la corruption et l'évasion fiscale. Et au moment où elle a été assassinée, elle travaillait justement sur ces faits-là qui touchaient des personnalités haut placées du gouvernement maltais de l'époque et aussi des personnalités du milieu des affaires. Et Daphne Caruana Galizia, elle aussi faisait l'objet de nombreuses procédures en diffamation. Au moment de son assassinat, elle faisait l'objet de 48 procédures en diffamation, à la fois au civil et au pénal. Et malheureusement, en fait, à son décès en droit maltais, sa famille a hérité de ces procédures. Donc, ils ont dû continuer non seulement devoir faire face au deuil, à cet événement extrêmement douloureux, mais aussi se battre parce qu'ils devaient continuer à se défendre face aux procédures qui avaient été intentées contre Daphne Caruana Galizia. Et aujourd'hui, en 2026, il y a toujours une procédure qui est en cours. Donc, on voit en fait l'impact vraiment très important de ces procédures. Et on voit aussi dans ce drame ce qui fait la particularité de la procédure Bayon, parce que on peut se dire, et c'est très malheureux, que c'est une affaire de pression et de violence à l'égard d'une journaliste qui essaye de faire éclater la vérité, mais c'est au-delà de ça, il y a la particularité des procédures dont vous avez parlé qui étaient extrêmement nombreuses et qui avaient vocation à empêcher la vérité d'éclater. Est-ce que vous auriez une définition de la procédure Bayon ? Alors, on parle de procédure Bayon, poursuite Bayon, SLAPP en anglais, Strategic Lawsuit Against Public Participation. On parle aussi de procédure abusive. Il y a plein de mots pour parler en fait d'une même réalité. C'est un concept qui nous vient des États-Unis, de deux universitaires. L'idée, en fait, c'est que ces procédures prennent l'apparence d'une procédure légitime. Donc, par exemple, elles prennent l'apparence d'une procédure légitime, mais en fait, le but n'est pas d'obtenir réparation à la suite d'une atteinte à la réputation ou d'un dommage, mais en fait d'intimider, de réduire au silence, de faire peur et de dissuader non seulement la personne qui est poursuivie, mais aussi les autres qui voudraient éventuellement travailler sur ce sujet-là. Alors, on n'a pas de définition unique, commune au niveau international, mais on a un certain nombre de critères qui nous viennent notamment d'une recommandation du Conseil de l'Europe et de la directive européenne contre les poursuites Bayon et aussi de travaux universitaires. Donc, qu'est-ce que c'est une procédure Bayon ? Eh bien, en fait, elle fait suite à une forme d'expression publique sur un sujet d'intérêt public. Là, je suis en train de m'exprimer, par exemple, ou la publication d'un article, un événement culturel, une manifestation. Un sujet d'intérêt public, la corruption, la santé, l'environnement, les violences sexistes et sexuelles, etc. Et puis après, on regarde tout un ensemble d'indicateurs. Alors, il n'y a pas besoin de tous les cocher, mais ça nous donne une indication si on est face à une procédure abusive. Qu'est-ce qu'on voit ? On regarde déjà le déséquilibre dans le rapport des forces entre le plaignant, qui peut être une entreprise, une personnalité du milieu des affaires, une personnalité politique, contre une association, un journaliste, un lanceur d'alerte, un chercheur. Un déséquilibre de moyens. Ça peut être un déséquilibre de moyens dans, par exemple, une entreprise qui fait plusieurs milliards
milliards d'euros de chiffre d'affaires versus un média qui a un budget de 100 000 euros. Mais pas que. On regarde aussi les liens d'influence, c'est-à-dire est-ce que si c'est une personnalité politique, eh bien, ces liens avaient d'intérêt au niveau du pouvoir, pareil pour si c'est une entreprise ou un milieu des affaires. Donc c'est pas que des moyens, c'est aussi le réseau, les liens politiques. On s'intéresse également au montant des dommages et intérêts qui peuvent être demandés. Et dans certains cas, ils peuvent être très élevés. Par exemple, l'association Bloom fait l'objet d'une procédure en dénigrement par les comités régionaux et départementaux des pêches et ils demandent 646 000 euros de dommages et intérêts. Donc c'est très conséquent pour une association. Oui, on n'est pas que dans ce qu'on peut voir aux États-Unis, parce que au départ, les procédures Bayon, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans le système anglo-saxon. Il y a un film que j'ai déjà cité, je crois, dans cette émission, mais dans Erin Brockovich, on voit tout ce phénomène de pression et on imagine que c'est quelque chose qui est plutôt présent dans l'ordre judiciaire américain ou en tout cas anglo-saxon. Mais ce que vous expliquez, c'est que ce phénomène existe aussi en France. Oui, un autre exemple, La Lettre a été poursuivie par Casino en diffamation et Casino demandait autour de 13 millions d'euros de dommages et intérêts. Donc les montants peuvent être importants, mais ce n'est pas le seul critère parce qu'on voit aussi des cas où seulement 1 euro de dommages et intérêts va être demandé. Donc on s'intéresse également à ce que le plaignant en fait utilise des manœuvres procédurales. Par exemple, il va demander sans arrêt à ce que les audiences ou le procès soient reportés ou bien à la dernière minute, il va se désister la veille, voire le jour même du procès. On regarde également si le plaignant lance des poursuites sur différents fondements ou devant différentes juridictions, au civil, au pénal, au commercial, etc. D'une certaine manière, il fait feu de tout bois, enfin, c'est des stratégies agressives. Oui, tout à fait. Un exemple, La Lettre est poursuivie à la fois en diffamation, donc au pénal, par la Monnaie de Paris, mais également devant le tribunal de commerce pour violation du secret des affaires. Donc là, on a des fondements différents qui ont été utilisés. On regarde aussi si le plaignant en fait a l'habitude de ce type de procédure parce que voilà, il peut y avoir des entreprises ou des personnalités politiques ou du milieu des affaires qui en fait sont des habitués de poursuites judiciaires. On regarde également si voilà, est-ce que c'est un passage de l'article si ça concerne un média ou donc un paragraphe ou bien en fait c'est tout l'article en question. Et puis est-ce que la procédure a lieu là où la personne est domiciliée ou bien à l'étranger, ou alors par exemple si vous êtes un journaliste, vous vivez à La Réunion, en fait l'action est intentée à Paris et donc c'est beaucoup plus difficile pour vous de vous défendre. Et en fait c'est ça, ces procédures, ce qu'elles ont, c'est vraiment, faut les distinguer des procédures légitimes. C'est normal si on estime que notre réputation a été portée à atteinte. C'est la question que j'allais vous poser parce que évidemment, l'ensemble des actions judiciaires qui sont intentées ont des critères, c'est-à-dire que pour arriver à obtenir une condamnation, il faut remplir un certain nombre de critères de recevabilité, des critères de fond. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire, finalement, chacun des acteurs qui sont dans une situation qu'ils trouvent périlleuse et en tout cas non contraire au droit sont parfaitement légitimes à saisir le juge qui, lui, pourra très bien ne pas recevoir la demande si elle n'est pas fondée et éventuellement condamner les parties. Donc il y a évidemment l'article 700 qui permet de venir indemniser les frais d'avocat initiés par la partie qui a gagné et la procédure abusive. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on arrive à comprendre et à identifier l'anormalité de ces procédures. Et j'imagine que pour les juges aussi, la question doit se poser et n'est pas si évidente que ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'on regarde cet ensemble et qu'on part déjà de l'idée il faut une expression publique sur un sujet d'intérêt public et ces différents critères que j'ai donnés. Tout comme on va regarder est-ce qu'à la suite de la plainte, en fait, le plaignant va lancer une campagne de dénigrement dans la presse, va menacer de représailles supplémentaires. Donc, il ne faut pas les regarder de manière isolée parce que oui, bien
bien évidemment, une entreprise qui poursuit un journaliste, dans tous les cas, il y a toujours un déséquilibre du rapport des forces. Donc il faut regarder dans son ensemble, en fait. Il n'y a pas besoin que tous ces critères-là soient remplis, mais ce serait important pour le juge de regarder cet ensemble-là. En matière de procédure abusive en droit français, en fait, on n'avait pas encore, quand ça a été prévu dans le code, on n'avait pas en tête ces procédures bâillons parce que à l'époque, c'était peut-être pas un phénomène qui était répandu exactement, alors que maintenant, on voit en fait une explosion. Et pour revenir peut-être sur quelques chiffres au niveau européen pour avoir une idée de ce que ça représente. Et la manière dont la procédure abusive est écrite dans le code et la manière dont c'est interprété, les critères qu'il faut remplir, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire reconnaître qu'une procédure est abusive quand on est face à cette question des procédures bâillons. Et c'est pour ça que la directive européenne va pouvoir permettre, on y reviendra peut-être dessus, va pouvoir permettre en fait de modifier, de réformer le système législatif français et de permettre de mettre des garanties pour protéger les journalistes, les associations. Parce que on en a parlé tout à l'heure, ces procédures bâillons existent depuis très longtemps aux États-Unis et plusieurs États ont déjà pris des mesures pour venir sanctionner ces procédures bâillons dans le monde anglo-saxon. Oui, tout à fait. Au Canada, aux États-Unis, dans les provinces et les États, il y a des législations. Donc, au niveau national du Canada, il n'y a pas une législation. Pareil aux États-Unis. Donc, il y a autant de législations qu'il y a de provinces ou d'États. Et nous, au niveau européen, jusqu'à très récemment, il y avait rien du tout, donc c'était en fonction des États, de ce qu'ils prévoyaient dans leur système législatif. Et là, depuis mai 2024, on a une directive européenne qui vise à lutter contre les procédures abusives ou manifestement infondée. Donc cette directive, elle doit être transposée d'ici le 7 mai 2026, donc c'est demain en fait, et elle prévoit un certain nombre de garanties, notamment un rejet rapide des procédures bâillons. Elle prévoit un mécanisme de caution ou de provision de garantie, c'est-à-dire que en fait le plaignant devrait séquestrer une somme. Voilà, ce qui représenterait les frais réels, enfin une estimation des frais de justice, mais aussi les potentiels dommages et intérêts qui devraient verser si la procédure était considérée comme abusive. Il y a également une sorte de renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à la personne qui dépose plainte contre un média ou contre une association qui devra démontrer que la procédure n'est pas abusive. Donc voilà, le juge aura un certain nombre de critères, c'est ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, et il devra se prononcer sur ce point-là. Et puis si l'entreprise ou la personnalité politique qui a déposé plainte estime que sa procédure elle est bien fondée et qu'elle n'est pas abusive, il y aura il y aura un recours, il pourra faire appel, etc. Le problème, c'est que cette directive, elle a deux importantes limites. La première, c'est qu'elle ne s'applique qu'aux procédures transfrontalières, c'est-à-dire qui ont un élément, une dimension étrangère. Donc, vous êtes basé en France, mais pour que ça entre dans le champ de la directive, il faut que vous soyez poursuivi en Allemagne, par exemple. Et en fait, ces procédures transfrontalières, au niveau européen, elles représentent 8% des poursuites bâillons qui sont recensées. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et d'ailleurs, en France, la plupart, je dirais 90% des affaires sont franco-françaises. Et la deuxième limite, c'est que cette directive ne s'applique qu'aux procédures en matière civile et commercial, le pénal est exclu. Et là, ça pose la question, par exemple, la diffamation, c'est au pénal. Donc, en fait, si on l'a transposé telle quelle, eh bien, la partie diffamation, en fait, ne ferait pas partie. Ce qui fait partie des fondements les plus utilisés dans le cas des procédures bâillons. Tout à fait, oui. Et ça, c'est aussi cette créativité juridique dont peuvent faire preuve certains acteurs. La diffamation, c'est le fondement le plus utilisé à travers le monde. Pourquoi ? Parce que dans 160 pays, c'est un délit pénal et vous risquez une peine de prison et ou une peine d'amende. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, en 2026, il y a une dizaine de journalistes qui sont emprisonnés en diffamation. Bon, en France, c'est pas de la prison, c'est une peine d'amende, mais c'est quand même, vous risquez 12 000 €, sans compter les dommages et intérêts, donc c'est quand même assez dissuasif. On a également le dénigrement qui est utilisé, et là, la ligne est fine entre la diffamation et le dénigrement. Est-ce que c'est une atteinte à la réputation ou est-ce que c'est une atteinte au service, au produit ? On voit aussi qui est utilisé, et ça c'est le deuxième fondement le plus utilisé au niveau européen, l'atteinte à la vie privée, où
ou le règlement général sur la protection des données personnelles. Et le livre, les articles de presse contiennent des informations personnelles. Et pourtant, dans le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles, il y a des exceptions pour la liberté de la presse. Je crois que vous donnez un exemple sur l'effet que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir sur le journalisme, en l'occurrence l'exemple de la Suisse. Qui a des journalistes qui ont renoncé, en tout cas de plus en plus, à donner les noms des parties lorsqu'elles couvrent un procès pour éviter ces procédures. Oui, en Suisse, c'est très particulier parce que la censure préalable existe, donc c'est-à-dire qu'on va interdire la publication d'un article. Donc une personne va lancer une procédure, va demander des mesures provisionnelles ou super provisionnelles au juge. C'est une mesure d'urgence. Il n'y a pas nécessairement de débat contradictoire et on le fait sur le fondement de l'atteinte à la personnalité. Effectivement, du coup, les médias suisses se posent la question de savoir s'ils vont publier le nom d'une personne, ce qui arrive à des situations ubuesques parce que à l'étranger, le nom de la personne sera divulgué. Par exemple, en France, on dira telle personne, mais en Suisse, le nom ne le sera pas donné. Comme si, en fait, les citoyens suisses ne pourraient pas lire ce qu'il y a dans le monde, etc. Donc, ça pose, oui, un certain nombre de problèmes en Suisse, mais pas que. Il y a eu un cas en Grèce où le RGPD a été mobilisé et le média a été condamné en première instance et en appel. Et là, c'est devant la Cour suprême. Donc cette question-là, elle est importante. Mais on utilise aussi la violation du secret des affaires. On a Mediapart, par exemple, qui avait été accusé de faux usage de chevaux et usage de faux. Il y a l'escroquerie, la contrefaçon, l'atteinte à la présomption d'innocence, la dénonciation calomnieuse, l'injure publique. En fait, les fondements sont tellement multiples que voilà, c'est juste pour donner un exemple de la créativité dont certains peuvent faire preuve pour en fait empêcher la Dans ce que vous disiez, la procédure Baillon, il y a l'idée d'abus. Donc il y a l'idée d'utiliser la justice à des fins cachées, et en tout cas qui ne sont pas les fins qui sont prévues par les textes. Et d'une certaine manière, ce dévoiement, on pourrait aussi imaginer que ça pose une question déontologique ou en tout cas de morale à l'égard des avocats qui initient ces actions. Est-ce que ce type de question s'est déjà posé, notamment dans les pays anglo-saxons où je comprends que les procédures Baillon existent depuis plus longtemps? Oui, au Royaume-Uni notamment, moi dans le livre je parle de paradis des poursuites Baillon parce que c'est très facile d'initier ce type d'action pour à nouveau faire peur, dissuader, intimider. Et au Royaume-Uni, la situation est telle qu'il y a eu des discussions d'abord pour avoir une loi pour lutter contre des poursuites Baillon, mais aussi au niveau des avocats parce qu'il y a des cabinets d'avocats qui ont cette réputation de Ils sont spécialisés d'une certaine manière. Qui est cette réputation, si on veut intenter une action en justice contre un média, un auteur, une association, eh bien, on va les voir. Et du coup, l'autorité des régulations des cabinets d'avocats, donc le Solicitor Regulator Authority, a adopté un mémorandum sur les poursuites Baillon en exhortant les cabinets d'avocats en fait à faire preuve de mesure et de diligence et à s'assurer qu'ils ne sont pas instrumentalisés pour initier des poursuites Baillon. Donc ça a été vu au Royaume-Uni comme une victoire, en tout cas une prise de conscience du risque d'instrumentalisation. Et est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce que certains cabinets se sont fait condamner? Alors il y a eu des recours qui ont été intentés devant le SRN, l'autorité du Royaume-Uni, et il y a à peu près 70 affaires qui sont en cours de plainte en fait des particuliers, de journalistes, etc. Qu'on dit voilà, moi j'estime que j'ai été victime d'une procédure abusive et le cabinet d'avocats ou l'avocat a participé à cette procédure abusive. Il n'y a que 3 affaires qui sont allées devant le tribunal disciplinaire, donc c'est en 2 étapes. La plainte devant l'autorité de régulation, elle analyse et après ça passe devant le tribunal disciplinaire. Et dans ces 3 cas, le tribunal a considéré que le cabinet d'avocats était dans son droit et avait bien fait son travail et que ce n'était pas des procédures abusives. Et ça, c'est assez critiqué au niveau de la société civile et des journalistes qui, eux, ont une position et une vision différente. Donc, à voir comment les choses vont évoluer. Mais voilà, au Royaume-Uni, il y a cette conversation. Il y a une réflexion. On a pas mal parlé des associations, des personnes privées, des journalistes. Mais les avocats et les magistrats peuvent aussi être l'objet
de pression ou alors peut-être pas de procédure Bayon, mais c'est aussi quelque chose qui se développe. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était important dans le livre d'avoir un chapitre dédié à la justice et de montrer que quand on s'attaque aux avocats et aux magistrats, eh bien, c'est aussi s'attaquer à l'état de droit et à la démocratie. Une chose importante, c'est que les avocats, c'est la deuxième profession la plus à risque au monde, après les journalistes. Donc, quand on est avocat, c'est extrêmement dangereux dans certains pays. Entre 2010 et 2020, il y a plus de 2500 avocats qui ont été assassinés à travers le monde. Je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ce qu'on voit, c'est que l'avocat, en fait, on va l'assimiler à son client. Et dans pas mal de pays, eh bien, il va y avoir des procédures disciplinaires qui vont être ouvertes contre des avocats dans le but de les radier. Certains avocats ont fait l'objet de procédures pour blanchiment d'argent, évasion fiscale. Un exemple emblématique, c'est au Guatemala, les avocats de José Ruben, qui est un journaliste guatémaltèque qui est actuellement accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Il a eu plus d'une dizaine d'avocats parce qu'à chaque fois qu'il avait un avocat, son avocat était poursuivi. Il a eu plusieurs avocats qui ont été placés en détention provisoire. Enfin, voilà, donc le métier d'avocat est à risque et malheureusement en France, on est en train de voir de plus en plus d'attaques. On n'est pas dans une situation comme au Guatemala ou dans d'autres pays, mais on voit la situation s'aggraver, notamment avec ces listes d'avocats qui ont été publiées dans des médias d'extrême droite en disant les avocats à battre, ou bien même cette avocate Laure Abramovich qui a été poursuivie en diffamation alors qu'elle faisait son travail, c'est-à-dire défendre son client. Donc on voit ces attaques-là. Et puis la magistrature, là depuis un an, moi j'ai écrit le livre en 2024 et j'avais déjà des exemples, surtout dans le livre, je parle beaucoup de corruption parce que c'est le domaine dans lequel moi je travaille, et on voyait déjà les magistrats anticorruption qui étaient ciblés, mais là l'année dernière, ça a été en 2025, ça a été l'apothéose avec gouvernement des juges, voilà, on piétine, on marche sur les droits de la défense. Les ingérences américaines, c'est ce que raconte Madame Fourcade de manière très précise et très intéressante, c'est-à-dire les tentatives de pression qui ont été diligentées par les États-Unis. Oui, on est dans un moment à risque. Oui, et puis on a cette rhétorique qui est agressive. Donc en France, on a quand même des magistrats maintenant qui sont placés sous protection policière. Moi, ça me marque, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé à l'international. J'ai rencontré beaucoup de procureurs anticorruption en Afrique, en Amérique latine, etc., qui eux font l'objet aussi de menaces. Mais on pourrait se dire, voilà, la corruption, elle est extrêmement élevée. Parfois, c'est des pays à risque. Moi, pour les menaces de sanctions américaines, par exemple, à l'égard, même si les États-Unis sont venus dire ensuite que c'était qu'une rumeur, mais à l'égard des juges qui ont condamné Marine Le Pen ou à la Cour pénale internationale, est-ce que vous le mettriez dans ces procédures Bayon ? C'est pas une plainte, mais en tout cas, c'est une ingérence et c'est une pression politique extrêmement forte. Là, je voudrais pas être à la place des magistrats qui ont un temps. En plus, cette année, on a quand même beaucoup de procès politiques sur des affaires, enfin procès politiques qui concernent des personnalités politiques. Il y a le procès de Marine Le Pen, qui vient de se terminer. Rachida Dati. Oui, Nicolas Sarkozy en appel et Sofia Chikirou, tous en lien avec des faits d'atteinte à la probité. Donc c'est des pressions politiques extrêmement fortes, mais il n'y a pas que ça. Donc cette rhétorique agressive, ces pressions politiques et ces ingérences, mais on a vu des procédures disciplinaires qui ont été ouvertes, ou des enquêtes administratives qui ont été ouvertes à l'encontre, par exemple, du juge Levrault parce qu'il s'était exprimé sur Monaco et voilà les difficultés pour lui qu'il avait à mener ses enquêtes, mais aussi contre le parquet national financier. Donc c'est cet ensemble-là, elle est possible. Et oui, on peut très bien avoir à un moment donné des magistrats qui sont poursuivis par la suite en diffamation, etc. Mais en France, il y a quand même un devoir de réserve assez important. On entend très peu les magistrats s'exprimer. Même s'ils ont une volonté d'essayer de parler un petit peu plus. Oui, et ils l'ont dit et on l'a entendu notamment dans cette émission. J'avais juste une petite question pour terminer cet entretien. L'utilisation judiciaire à des fins de stratégie, ça existe aussi et ça se développe aussi du côté des ONG qui, notamment sur le fondement du devoir de vigilance, engagent des actions dans des perspectives de lobbying, et c'est parfaitement assumé. Est-ce que vous trouvez que du coup, il n'y a pas une sorte d'équilibre entre l'usage que font certaines entreprises des procédures judiciaires
pour faire pression. Évidemment, je mets de côté les cas de violence qui sont absolument terribles, et l'utilisation aujourd'hui par les ONG et les associations du droit et de la justice. Alors déjà, le rapport de force est quand même pas le même entre une entreprise qui a toujours plusieurs milliards de chiffre d'affaires et des associations qui ont des budgets de quelques centaines de milliers d'euros. Alors ce contentieux stratégique, cette action par le droit, l'objectif, c'est de défendre le droit des citoyens. Ça va être de défendre la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption, etc. Donc oui, on a des actions qui se développent et jeudi 19 février, vendredi 20, il y a un procès qui s'ouvre là qui concerne Total Énergie sur le fondement du devoir de vigilance. Voilà, on voit dans multiples domaines, mais ça représente une fraction je le mettrai vraiment pas dans le même plan. Et puis l'objectif n'est pas du tout le même. L'objectif n'est pas de faire taire ou d'arrêter que l'entreprise s'arrête de fonctionner. L'objectif, c'est de changer des pratiques, d'obtenir des changements, parce que il y a des pratiques qui sont questionnables en matière de corruption. Ce serait, voilà, c'est illégal, ou s'il y a des atteintes à l'environnement, etc. Donc c'est dans l'idée de défendre l'intérêt général. Quand on poursuit un média, un chercheur, un lanceur d'alerte ou une association, c'est pas dans l'objectif de défendre un intérêt général, c'est d'empêcher en fait que des informations d'intérêt public soient connues. Et c'est nous, citoyens, en fait, qui sommes empêchés et qui n'auront pas l'information. Pour vous, c'est pas la même chose. Non, c'est deux, et on n'est vraiment pas sur le même rapport de force. Petite question, courte, réponse courte pour terminer cette interview. Je voulais vous demander du coup, est-ce que vous êtes plutôt action judiciaire ou plutôt pas dans la vie, à choisir? Moi, je serais... c'est difficile à choisir, ça dépend du contexte. Je trouve qu'on est dans une société où on a le réflexe vraiment de la judiciarisation et un peu moins du dialogue. Et on voit, au-delà de la question des procédures bâillons, le réflexe, c'est beaucoup les poursuites. Et ce serait bien qu'on puisse dialoguer davantage, quand c'est possible, bien sûr, en fonction du contexte. Une question que je pose beaucoup aux avocats, parler ou se taire? Bien, moi, en travaillant sur les questions de corruption, j'ai envie de dire parler, mais parler peut coûter très cher, malheureusement, en fonction du contexte, du pays dans lequel on vit. Mais ça me paraît essentiel d'informer les gens sur les pratiques de corruption ou d'atteinte à l'environnement. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Sophie Lemaître? Eh bien, que le livre soit connu, mais surtout, en fait, que on se mobilise. Je vais le montrer un petit peu à la caméra. Donc, c'est Réduire au silence sur les procédures bâillons. Et pas que. Donc, c'est vraiment décrypter, en fait, toutes les attaques juridiques qui existent, comment ce droit peut être mobilisé. Et voilà, on aurait pu parler de la désobéissance civile et des actions contre les défenseurs de l'environnement. En fait, ce que j'aimerais, c'est une mobilisation vraiment en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'association et surtout de l'indépendance de la justice, et qu'en fait on soit vraiment plus nombreux à se mobiliser, parce que c'est trois piliers essentiels et que là aujourd'hui notre démocratie est menacée et on a vraiment besoin de ces trois piliers-là. Je vous souhaite ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.